Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Je voulais vous dire que cet épisode se décomposera en deux parties, puisque vous allez voir l'histoire de Tania est dense et qu'il y a largement de quoi faire 2 épisodes. Donc voilà, vous aurez un premier épisode aujourd'hui et le suivant qui sera diffusé demain. Un grand merci à vous et bonne écoute. En fait, c'est juste venu exacerber les problèmes que j'avais déjà et qui en fait ne pouvaient pas du tout se résoudre à travers une grossesse, à travers un état de maternité. C'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs, parce que je me suis dit sur le coup, finalement, c'est quand même plus simple. Et t'avais un peu l'idée du bébé qui va te sauver, c'est ça ? C'est ça. Donc il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple. Moi, je pensais que ça allait sauver des meubles dans ma vie. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Tania, salut. Bonjour. Bonjour. Tania, on fait la connaissance pour la première fois alors qu'on se parle depuis longtemps et voire même avant parce que tu étais sur Mademoiselle, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais. Depuis que j'ai 17 ans, donc ça commence à dater un peu maintenant. Waouh, ça me met un coup de vieux. Ouais, je fais tout. T'as 28 aujourd'hui ? Ouais, en fin d'année, ce sera le cas, ouais. Et en fait, t'es sur le Discord depuis quasiment sa création, je crois, pas loin. Donc venez sur le Discord si ça vous intéresse parce que c'est trop bien, il y a une chouette commu qui est en train de se créer, je trouve, et vous pouvez venir commenter les épisodes et notamment cet épisode dont on va parler. Merci déjà beaucoup de venir parler de ta maternité. C'est moi. T'as l'air d'avoir un parcours singulier avec plein de trucs à raconter dedans. J'espère. Parce que sinon, ça va être un peu délicat s'il y a des silences. T'es maman d'une petite fille ? Ouais, Léona, qui va avoir 6 ans là en septembre. Ok. Donc pas tout de suite, mais... Et alors, dis-moi si je me trompe, mais ta fille, comment on pourrait dire, elle est porteuse du trouble autistique, ouais. Du trouble du spectre autistique, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc TSA sans autre comorbidité, donc ça veut dire qu'elle a pas de trucs comme le TDAH, trouble de l'attention, et puis ça se définit pour elle comme un trouble sans retard au niveau cognitif. Ouais. Donc c'est plutôt au niveau émotionnel, tout ça, qu'il y a des soucis. Ça se concrétise comment dans sa vie à elle ? De quelle manière tu veux dire comment ça se manifeste ? Ouais, c'est ça. Pour elle, ça veut dire que elle est toujours à 1000 à l'heure au niveau de ce qu'elle est en train de faire. Elle est vraiment hyper concentrée sur chaque tâche qu'elle se donne. Elle est très très exigeante aussi là-dessus. Donc elle a des intérêts, voilà, qu'on peut définir un petit peu
Comme souvent, ils disent les enfants avec TSA, ils aiment bien les trucs un peu comme les dinosaures. Elle a un bouquin qu'elle adore sur les éléments périodiques, le tableau périodique des éléments. Oui. Mais à côté de ça, ça se manifeste aussi par des problèmes comme quand elle était petite, par exemple, on nous a demandé de faire des tests pour son ouïe parce que elle répondait pas aux stimulus, donc ils avaient peur qu'elle soit sourde. Donc ça a été le premier pas justement vers le diagnostic de l'autisme, parce que effectivement, elle est beaucoup dans sa bulle. Je pense que c'est ça qu'on peut dire qui peut être un peu commun à tous les TSA, parce que sinon ils sont un peu tous différents. Beaucoup dans sa bulle. Du coup, au niveau de rentrer en contact avec ses pairs, parce qu'avec les adultes encore, des fois ça fonctionne. Avec les enfants, c'était plus compliqué. Et voilà, pour communiquer avec elle, même pour nous, voilà, c'est un peu compliqué. Même pour vous, ça reste du challenge aujourd'hui au quotidien, c'est ça ? Ouais, on a mis en place des outils pour que justement ça soit de moins en moins le cas. Mais tout de suite, dès qu'il y a des choses qui se mettent au milieu, qu'il y a la frustration, la fatigue, qu'elle a été surstimulée à l'école, machin, truc, tout de suite, ça peut être juste la crise, juste elle n'écoute pas, elle veut pas, voilà, elle veut pas fonctionner. Les émotions au max, quoi. Ouais, c'est ça. C'est 0-100, un peu tout le temps, voilà. Le switch, il est un peu cassé. Il n'y a pas de 50. Non. Dis-moi si je me trompe, mais t'es un peu comme ça aussi, non ? Ouais. Alors ça, c'est un peu le problème. C'est que moi, j'ai pas été diagnostiquée TSA. J'ai été diagnostiquée HPI quand j'étais. Alors, ça a été un diagnostic un peu long, c'est-à-dire que ça avait commencé quand j'étais plus petite. J'avais passé les tests de QI, Wechsler et tout ça quand j'étais en primaire, en CP. Et là, ils avaient eu les résultats et ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez qu'elle saute une classe ? Voilà, c'était un peu la réponse à tout pour tout. Ouais. Mes parents n'ont pas voulu et ça s'est arrêté là. Et en fait, je pense que c'était un peu l'erreur parce que du coup, moi, j'ai eu une scolarité qui était vraiment difficile, en dents de scie, donc avec plein d'autres problèmes par-dessus. C'était assez explosif. Et quand je suis allée consulter pour ma fille, une fois qu'elle a été née, c'est des psychologues que j'ai vus qui m'ont dit « Est-ce que vous avez été diagnostiqué HPI ?» J'ai dit « J'ai jamais reçu de diagnostic, non ?» Et donc, on a terminé ce processus 20 ans après, voilà. Un poil tard, j'imagine, non, pour toi ? Ouais, alors le truc, c'est que je sais pas. Des fois, je me dis « Oui, c'était un peu tard dans le sens où j'ai fini ma scolarité, je suis dans la vie d'adulte, j'ai un enfant et tout ça, donc là, qu'est-ce que le diagnostic peut m'apporter finalement ? C'est vrai que quand j'étais plus petite, est-ce que ça aurait pu changer des choses de le savoir ? C'est vrai que quand je l'ai su, ça m'a un peu soulagée d'une certaine manière parce que ça voulait expliquer certains trucs. Plein de trucs, non ? Ouais, mais en même temps, c'est vrai que je me méfie tout le temps de l'effet case, un peu, où on a tendance à se dire « Ah oui, donc je corresponds à ce truc, donc il faut suivre la liste des critères. » et c'est plutôt une grille de lecture de ton fonctionnement, quoi, je trouve. Voilà. Et qui te permet de pouvoir un peu expliquer. Oui, surtout que maintenant, en fait, 20 ans plus tard, on a beaucoup plus de littérature sur le sujet, il y a des choses qui sont faites, alors que là où j'essaye de me consoler, peut-être, c'est que je me dis que même si j'avais reçu le diagnostic quand j'avais 6 ans, est-ce qu'il y aurait vraiment eu une différence ? Qu'est-ce qui se serait passé de plus ? Est-ce que tu crois que si tes parents t'avaient fait sauter une classe, ça aurait été plus simple pour toi ? Moi, j'ai tendance à le penser. Moins ennuyé, peut-être ? J'ai tendance à le penser parce que c'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours gravité autour de personnes qui étaient plus âgées, voire beaucoup plus âgées que moi. Donc plutôt des adultes, en fait. Et là où je me dis que peut-être ça aurait été plus simple, c'est qu'effectivement, en me retrouvant avec des personnes plus âgées avec qui j'avais l'impression d'avoir plus de centres d'intérêt, peut-être que j'aurais moins vécu cette différence que j'ai pu avoir surtout au collège-lycée, en fait. Mais bon, comme ça ne s'est pas passé, je ne peux pas dire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire que eux, ils l'ont fait avec leurs enfants, que ça a été catastrophique. Voilà, je pense que le problème, c'est que émotionnellement, du coup, j'étais peut-être à l'âge que j'étais censée avoir. Intellectuellement, c'était différent. Et du coup, je pense que j'ai voulu un peu réduire le compenser, gap. Ouais.
et vivre des choses tout de suite. Voilà, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être majeure. Je me disais que c'était super chouette d'être adulte et tout ça. Bon, spoiler alert, pas du tout. Oui. Ouais, voilà. Mais voilà, peut-être que ça aurait changé des choses, peut-être pas. Là où je me dis que ça m'apporte quelque chose, c'est que je me dis que pour la prise en charge de mon enfant, ce que j'ai pu vivre, ça peut m'aider, moi, à être beaucoup dans l'adaptation et la flexibilité que ça demande, en fait, d'avoir un enfant TSA, enfin un enfant porteur d'un handicap, quel qu'il soit, en fait, finalement. C'est vraiment ça, de me rappeler de mon expérience à moi, en fait, et de me dire, quand j'étais petite, que le monde, justement, ne l'était pas assez, et que moi, je peux l'être, en tout cas. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est cool. T'aurais tendance à dire que t'as eu une enfance difficile ? Sur une note de 0 à 10. Avec les petits smileys là, qui va du plus ou moins souriant. S'il est en train de faire la gueule et de pleurer, c'est que ça va pas. Est-ce que j'ai eu une enfance difficile ? Je pense que oui, mais que pour autant, avec ce qu'on avait en fait à disposition, mes parents et moi, en fait, on s'en est bien sortis. C'est-à-dire que, alors pour contextualiser, parce que c'est vrai que là ça se voit pas, mais c'est un podcast audio. Voilà, exactement. Moi, j'ai été adoptée quand j'étais petite. J'avais 11 mois quand je suis partie du Vietnam. Mes parents sont français et donc tout de suite, effectivement. L'adoption, c'est pas nécessairement quelque chose de difficile, mais ça reste quand même traumatisant, dans le sens traumatisant où c'est quelque chose dont on se souvient, qui modèle beaucoup de choses dans sa vie, auquel on se réfère beaucoup. Et donc il y a eu ça, plus le fait qu'effectivement la vie faisant que mes parents ont pris des chemins de vie qui des fois avaient un peu du mal à se coordonner. Donc par exemple au début on vivait à Paris, puis on a dû déménager en province peu de temps après avoir accueilli mon petit frère qui lui aussi a été adopté, et où d'un seul coup je me suis retrouvée avec une maman temps plein et un papa temps partiel, puisque lui était toujours employé à Paris. Okay. Donc on le voyait que le week-end, quoi. On le voyait, au début c'était super dur, il arrivait le samedi matin et repartait le dimanche soir. Donc quand on a 4-5 ans, qu'on se retrouve dans un endroit qu'on connaît pas, puis en plus mes parents ils avaient bien choisi la bonne difficulté, hein. Je pense un peu à la chanson de Camini. On s'est retrouvé catapulté dans un village de 50 habitants, ouais. Avec pas de vie sociale, pas de boulangerie, les enfants les plus proches de nous, c'était à plusieurs kilomètres presque. Puis j'imagine que tu étais la seule asiatique dans l'école. Ah ouais, très très longtemps. Ouais. Je pense que il y a eu une deuxième fille asiatique qui est arrivée quand j'étais au lycée. Donc j'ai fait toute ma scolarité, j'étais toute seule. Mais c'est vrai que on s'en rend pas forcément compte sur le coup. Enfin, moi, je l'avais beaucoup intériorisé parce que c'est vrai que étant adoptée, en fait, avec des parents qui étaient européens. Oui. En fait, j'avais aucun point de comparaison avec une culture asiatique quelle qu'elle soit. Mais j'imagine que les gamins te renvoyaient un truc du genre t'es la chinoise ou ouais. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est là où c'est super dur, c'est qu'en fait, mon ethnicité, mon rapport à l'Asie et tout ça, en fait, c'est arrivé qu'avec le racisme. Le premier point d'entrée, ça a été le racisme. Wow. En fait, je dis ça et en même temps, j'y réfléchis et je me dis, c'est là où j'ai vraiment pris conscience d'une différence. Mais pour autant, mes parents ont quand même essayé de faire entrer ma culture d'origine parmi plusieurs niveaux. Le niveau le plus simple, c'était la cuisine. Ouais. Donc, quand j'étais petite, ils m'emmenaient à très souvent manger dans des restos vietnamiens. Déjà parce qu'ils adorent ça. Bah oui. Et puis aussi parce que voilà, c'était une manière assez simple de se frotter à cette culture qui a été mienne avant de devenir leur fille.
Mais ça n'explique pas grand-chose non plus, quoi. Oui. C'est vrai que c'est quand même... c'est pas en mangeant des nems qu'on se sent vietnamien, tu vois. J'espère. Oui. Voilà. J'allais t'en parler, quoi qu'il arrive, parce que j'imagine à quel point ça modèle aussi, le fait que tu sois adopté, ça modèle aussi ton désir de maternité et ta maternité aussi, peut-être. Mais d'ailleurs, la question que je pose à toutes les invitées, c'est en fait d'où vient ce désir de maternité ? Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours vue avec des enfants. Est-ce que je me l'explique ? Non, pas vraiment. C'est vrai que mon désir de maternité, en fait, il a un peu toujours été là, de la même manière qu'il y a des gens qui se disent je vais avoir des enfants et d'autres je vais pas en avoir. Après, c'est devenu très critique à l'adolescence parce que du coup, je suis tombée enceinte une première fois quand j'avais 16 ans. C'était désiré parce que, en fait, je pense que il y a ce côté très... La mère, dans la société, c'est un rôle défini. C'est vraiment une case. Tout le monde sait, quand on dit la mère, il y a plein de gens qui vont penser spontanément à des choses, mais ça reste un rôle important, ça reste un rôle fondateur, en fait, dans la société, même si c'est un rôle qui est très malmené, parce que on voit un peu l'hypocrisie du truc. Hein. C'est super d'être mère, c'est super d'être enceinte et tout, mais bon, par contre, s'occuper des enfants, faire en sorte que les mères puissent avoir les mêmes droits, tout ça, bon, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Mais du coup, pour la moi de 16 ans, c'était vraiment facile, en fait, de fantasmer sur ce rôle-là, parce que j'étais complètement paumée, que j'étais à un moment de ma vie où, justement, à l'école, je m'ennuyais, j'avais pas beaucoup d'amis, je me faisais harceler, j'ai mon premier truc entre guillemets dont je pouvais être fière et contente, c'est que je me suis trouvé un copain. Du coup, en troisième, je suis sortie avec quelqu'un et avec qui ça a tenu plusieurs années. Et en fait, je me suis dit si je me sens si mal dans ma case d'adolescente que j'arrive pas à définir, qui me casse les pieds, j'ai envie de m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux être d'autre ? Je vais devenir mère. Tu veux dire que c'était une façon comme une autre de trouver ta place ? Oui, tout à fait. De te trouver une place. C'est ça. C'était solutionner mon problème en me disant je sais pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux être ou ce que je veux faire. Le seul truc où je me suis toujours dit que j'allais le faire, c'est être mère. Donc pourquoi pas le faire maintenant, en fait, finalement. Incroyable. Ouais, mais c'était un peu bête. Non, en fait, non, pas du tout. Non, bien sûr que non, que c'était pas bête, parce que en fait, j'imagine bien qu'à 16 ans, en tant que gamine adoptée au Vietnam, tu vois, t'as besoin de chercher tes repères et de peut-être savoir d'où tu viens. Tu l'avais pas verbalisé auprès de tes parents, ça ? À 16 piges ? Je pense que si je l'avais pas verbalisé, c'est parce que eux, ils ont toujours été assez proactifs là-dessus. Donc, par exemple, quand ils sont venus m'adopter, ils ont pris une tonne de photos. Et quand je dis une tonne, en fait, on a 4 albums à la maison. Je pense qu'il y a à peu près 1200 photos et j'exagère même pas. Et c'était des photos Kodak, hein. C'était pas les trucs que tu prends sur ton téléphone, là, où tu sais que dans 6 mois, t'as 6000 photos dessus. Non, vraiment, là, ils ont fait un effort pour se dire, on veut que notre enfant, elle garde quand même, qu'elle comprenne, en fait, d'où elle vient. Donc, on va prendre des photos, on va garder des trucs en souvenir. Ils ont gardé des tonnes de trucs, des cartes, des menus. Ils ont même gardé le petit papier qu'ils avaient reçu quand ils m'ont emmené au zoo, le ticket, là, machin. Et donc, j'ai toujours vécu avec ces albums à proximité, que je regardais avec eux, toute seule. C'était pas du tout caché. Bon, déjà, c'était un peu dur physiquement de cacher que, voilà, ils m'avaient adopté. Hein. Oui. Il y a un moment donné où... Ouais, voilà, je ne suis pas Po dans Kung Fu Panda. Je me rends compte que je ressemble pas à mes parents. C'est trèfle, bravo. Oui et non, hein, parce que quand j'avais 1 an et demi, je me rappelle pas, mais ma mère m'a expliqué qu'une fois j'avais dit regarde maman, je suis blonde comme toi. Ah, fou. Ouais. L'extension aux parents est très forte. Mais bon, tout de même, voilà. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, ok, t'avais plein de souvenirs, plein de trucs, mais j'imagine que à 15-16 ans, ça remplace pas forcément en fait, c'est qui ma mère biologique, c'est qui mon père biologique, quoi, et d'où je viens, et est-ce que t'étais retourné là-bas, par exemple ? Non, jamais. C'est vrai que ça a toujours été le truc de... Mes parents m'ont toujours dit on va y retourner au Vietnam, comme ça tu pourras voir d'où tu viens. Mais ça s'était jamais concrétisé.
Et je pense qu'au-delà de la question de savoir qui était ma mère, qui était mon père en tant qu'individu, je pense que j'avais besoin de comprendre le contexte. Par exemple, une des questions qui me taraudait beaucoup, c'était est-ce que je suis un enfant issu de l'amour ou est-ce que je suis le fruit d'un viol, tu vois? Tu le conscientisais comme ça à l'époque? Ou c'est aujourd'hui que tu le conscientises plus? Je pense que je 16 ans déjà? Ouais. À 16 ans, j'avais quand même conscience de beaucoup de choses parce que... Parce que t'étais une bonne tronche, en fait, globalement. Ouais, bah je sais pas si j'étais bonne tronche, mais je passais énormément de temps à beaucoup faire d'introspection. C'est horrible. Mais bah oui. mon passe-temps préféré, c'était de remplir mon journal intime. Donc j'en avais une quinzaine sur les années, tu vois. Ouais. Et j'écrivais vraiment tout dedans et ça me servait vraiment de, voilà, petit à petit, je mettais toutes mes réflexions dessus. À 16 ans, est-ce que je me disais vraiment, j'ai besoin de savoir d'où je viens parce que sinon je sais pas où je vais? Je suis pas sûre de l'avoir mis dans ces termes-là, mais je pense que j'avais compris qu'effectivement, le gros flou du début de ma vie m'empêchait d'avancer, quoi. Attends, juste 2 secondes, je retrouve le nom. Voilà. Pour les parents que ça intéresse, pour le coup les darons qui écoutent, j'avais interviewé Levan qui avait adopté, qui lui-même était d'origine asiatique, enfin est toujours d'origine asiatique, et qui avait lui-même adopté 2 enfants asiatiques, qui racontait à quel point ces 2 enfants avaient complètement eu une réaction très différente arrivée à l'âge adolescent adulte par rapport à d'où ils viennent, leurs origines, etc. Donc c'est un épisode qui date un peu. 2019 mais que je vous invite à aller réécouter parce que c'est vraiment très cool. Et j'avais aussi interviewé plus récemment Myriam qui raconte le parcours d'adoption qu'elle a eu avec son fils, si ça vous intéresse. Voilà, pardon, petite parenthèse, mais je trouve ça cool de remettre un peu de contexte. Donc ouais, forcément tu te posais des questions, quoi. Ouais, je me suis toujours posé des questions depuis que je suis toute petite et j'ai toujours essayé de solutionner les choses aussi. En partant du principe que je pouvais régler le problème toute seule, en fait, aussi. En me disant, en fait, la solution, elle doit être en moi, forcément, parce que c'était trop terrifiant de me dire que la solution devait venir de l'extérieur et que je la maîtrisais pas. Et ça, la maîtrise, le contrôle, c'est un gros sujet dans ma vie aussi. Le lâcher prise, tout ça. Ouais, donc à 16 ans, je me suis dit, je vais devenir mère et ça va être cool. Et en fait, du coup, voilà, je suis tombée enceinte. Voilà, super contente. Je l'annonce à mes parents, pas content du tout. Une vraie volonté de ta part. Tu en avais pas parlé avant? Non, bien sûr. Parce que j'avais quand même conscience que être une mère adolescente, c'était pas... Voilà, la société, elle trouve pas ça super cool. Et puis, j'avais déjà accès à Internet, donc j'avais vu des documentaires sur les mères ados qui finissent dans des foyers... Voilà, c'est quand même pas une vie de rêve et je pense que clairement je m'étais dit en fait c'est tellement trop insupportable pour moi de ne pas savoir qui je suis et tout ça que je préfère endurer entre guillemets ces potentiels problèmes plutôt que d'essayer de trouver une autre solution. Ouais, je comprends. Et donc tu tombes enceinte, tes parents sont peu ravis, on peut les imaginer. Mais tout de suite, ma mère m'a dit, je comprends. Elle me dit, je comprends que ça soit un gros sujet pour toi. Je suis vraiment désolée. Tu vas pas pouvoir garder l'enfant. Enfin, le choix t'appartient, elle m'a dit. Mais pour autant, moi, je te dis en tant que mère, c'est pas le bon moment. Voilà. Donc elle m'a pas forcée à avorter. Elle m'a quand même dit que j'allais au-devant de beaucoup de grosses difficultés. Pour mon père, c'était plus difficile. Mais c'est voilà, tout ce qui a été grossesse, maternité, tout ça, c'est vrai que ça a plutôt été ma mère qui a pris un peu le relais, le lead, on va dire, au niveau du soutien et tout ça. Et en fait, finalement, j'ai fini par comprendre que voilà, c'était pas... Les difficultés que j'avais entreaperçues, finalement, étaient plus importantes que ce que je voulais bien vivre. Surtout, en fait, quand je me fâche avec mes parents, je pense que c'était surtout ça. De ne pas avoir leur soutien. Et du coup, j'ai dit non, finalement, voilà. Donc, j'ai avorté.
un peu, forcément un peu tardivement dans le sens où du coup il a fallu que je passe par une aspiration et non pas par voie médicamenteuse, donc c'est quand même un peu plus important comme dispositif. C'est sous anesthésie générale, voilà. Waouh. Ouais, mais je pense que clairement c'était mieux pour moi que ça soit sous anesthésie générale parce que je pense que Tu te souviens plus de rien. c'est ça. C'est bon, on se retrouve à l'hôpital et après on saigne pendant 2 semaines, mais c'est pas pareil que de se retrouver sur CVC à attendre l'expulsion. Ouais, je pense que ça aurait été vachement plus dur pour moi. Ok. Comment tu vis cet avortement, et j'imagine aussi ce truc de ah bah merde, mon projet c'était ça finalement, il va falloir que je trouve autre chose. Pas mal parce que Ouais. super mal parce qu'en fait c'est juste venu exacerber les problèmes que j'avais déjà et qui en fait ne pouvaient pas du tout se résoudre à travers une grossesse, à travers un état de maternité. C'était mettre vraiment la charrue avant les bœufs parce que je me suis dit sur le coup finalement c'est quand même plus simple. Et T'avais un peu l'idée du bébé qui va te sauver, c'est ça? c'est ça. Donc il y a des gens qui pensent que le bébé va sauver leur couple. Moi je pensais que ça allait sauver des meubles dans ma vie. Ouais. Et après ça, par exemple la relation avec mon copain de l'époque, elle s'est délitée parce que c'était beaucoup trop de pression en fait pour 2 adolescents de 16 ans. Parce que oui, il faut le rappeler aussi, je suis tombée enceinte parce que j'en avais envie, mais mon copain de l'époque était tout à fait au courant et il était derrière ça aussi. Oui. Enfin, c'était un projet de couple. Ouais, c'était un projet commun, mais je pense que clairement, de son côté, c'était plus la naïveté qui parle, parce que peut-être que quand on... Je t'imagine plus moteur que lui à ce moment-là, quoi. Après, je lui avais jamais rien caché, hein, mais je pense que quand on est père, déjà, il n'y a pas ce côté physique de la grossesse. Et il y a aussi beaucoup de pères qui le disent, hein, qui se sentent pas pères tant que l'enfant est pas dehors. Donc c'est plus simple de vouloir dire oui à sa copine pour qui on a l'impression que c'est un truc qui va lui sauver la vie, que de se rendre compte qu'avoir un enfant, c'est quand même... C'est un ride. C'est un vrai sujet. On va en parler. Ok. Ouais, donc ça, et comment tu t'en sors après par rapport à ton mal-être à l'époque et tout? En fait, j'avais mal vécu l'avortement après parce que j'avais quand même l'impression qu'on m'avait forcé la main. C'est vrai que du coup, au début, ma mère était très compréhensive, mais après, ils ont senti qu'avec mon père, il fallait qu'il serre la vis en disant t'auras pas cet enfant, voilà. Parce que sinon... Parce que t'avais pas abandonné le projet? Tu t'étais dit, j'étais un peu dans un entre-deux. Je pense que clairement, il y avait une partie de moi qui était tout à fait rationnelle et qui savait que c'était une grosse connerie, et l'autre part qui était un peu toujours oui, mais si ça me permet de guérir, mais si ça me permet d'aller mieux. Et c'est vrai que là, j'étais dans un tel état de souffrance que, en fait... T'étais suivi par une thérapeute à l'époque, un thérapeute? J'avais... non, pas avant. Okay. Mais après cet avortement, effectivement, j'ai commencé à voir une psychologue à l'hôpital. Parce que bonne idée. Hein. Ça peut être une bonne idée. Après, honnêtement, c'est pas cette psychologue-là qui m'a aidé. C'était... Il faut parfois passer par plusieurs psys pour réussir à trouver le bon ou la bonne, quoi. Ouais, c'est un peu comme... c'est vrai ce que je veux dire. C'est un peu comme les paires de chaussures, quoi. Il faut essayer, puis des fois, il y en a, ils te font mal après les avoir mises quelques fois. C'est intéressant que tu dis c'est un peu comme les paires de chaussures, parce que j'allais dire c'est un peu comme un père. Ouais. Non, mais faut pas hésiter à vraiment essayer. Si ça fonctionne pas, faut se sentir 100% à l'aise avec son psy, parce que sinon, en fait, le travail va pas se faire. Faut vraiment l'envoyer bouler très rapidement si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, puis pas se sentir coupable, parce que c'est vrai que c'est souvent un truc où on se dit ah oui, mais j'ai commencé. Ah oui, mais la personne va être déçue si je continue pas. Oui, elle a vraiment que ça à foutre d'être déçue parce que ça fonctionne pas bien. Ouais, pas surtout si vous venez 50 fois et que vous restez mutique et qu'elle voit bien que vous avez pas du tout envie de faire le travail. Non, c'est super important. Moi, je le dis, il y a un psychologue notamment qui m'a sauvé la vie après ça,
pour rentrer dans les choses moins joyeuses, donc il y a eu ce premier avortement à 16 ans. Et le deuxième à 17, donc 1 an après, à peu, plus ou moins à la même période. Cette fois-ci, c'était quand même vraiment pas du tout la même. Je suis tombée enceinte de la même personne, mais cette fois-ci, c'était pas du tout un projet commun, puisque c'était après une agression sexuelle. Voilà, donc triple peine, voilà, il se passe ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis juste complètement anesthésiée par la situation où je me dis que mon conjoint, depuis 3 ans et demi, m'a forcé. Je sais pas comment dire les choses autrement, mais il y a eu une telle violence ce jour-là, je pense que même avec le recul, même 11 ans après, je sais toujours pas comment l'expliquer. Je pense que c'est un peu le drame aussi des viols, c'est que on cherche une explication, il y en a pas. Mais bon, du coup, voilà. T'étais avec lui depuis des années, que ça se passait plutôt bien de façon consentie ou... Ouais, ça se passait pas toujours bien, mais du point de vue sexuel, c'était toujours consenti, ouais. C'était, voilà. Jusqu'à ce moment où, pour le coup, ça l'était pas du tout, quoi. Ouais, il a snappé et je sais pas. Je pense que c'était peut-être... je sais pas, je me dis que ça sert à rien d'essayer de chercher des explications pour le justifier lui, parce que finalement je fais encore le jeu de l'agresseur, j'ai envie de dire, et ça c'est un truc dont j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir, parce que au début, en plus, pour reparler de ces psychologues que je voyais à l'hôpital, il s'est passé ça, je l'ai vu la semaine d'après, en lui expliquant ce qui s'était passé, j'étais morte à l'intérieur, quoi. Mais donc j'ai mis cliniquement des mots sur ce qui s'était passé, voilà. Machin, il s'est assis sur moi et après, voilà, je pouvais plus bouger, truc, il s'est passé ça et comme elle l'avait déjà vu, il était déjà venu 1 ou 2 fois en séance avec moi. Je sais pas si ça a joué, mais en tout cas, elle m'a dit, vous savez, les erreurs, ça existe. Waouh. Ouais. Donc là, il y a un truc qui s'est refermé en moi, où je me suis dit, là, le petit truc qui pouvait sortir potentiellement, cette espèce d'instinct de survie qui dit, il s'est passé un truc super grave, on peut pas laisser passer ça, quel est le bordel, quoi. Hop, tout s'est refermé. Je me suis dit, ok, donc en fait, c'était une erreur, donc c'était ma faute, donc c'était... Ah, tu t'es dit... Ouais. Oui, parce que en plus... Tu t'es pas dit, cette psy va pas pouvoir m'aider, quoi. C'est ça. Je croyais ça au départ. Mais déjà à la base, je me posais beaucoup de questions en me disant, pourtant j'ai dit non, mais peut-être que je l'ai pas dit suffisamment fort, peut-être que je l'ai pas dit suffisamment de fois, peut-être que si j'avais crié plus fort, il se serait passé quelque chose d'autre, on serait venu m'aider, ou il aurait arrêté. En fait, c'est que des questions qui n'ont même pas lieu d'être, parce qu'il y a rien qui aurait pu changer les choses. Mais sur le coup, on se les pose, et le fait de pouvoir le faire sortir auprès d'une tierce personne qui normalement a la neutralité nécessaire pour dire que c'était pas normal, et qu'elle nous accueille comme ça, voilà. Donc j'ai refermé ce chapitre-là en me disant je vais le foutre sous le tapis, et puis voilà. Et j'ai continué à rester avec cette personne. Je suis restée avec cette personne pendant encore 6 mois après. Ah ouais. Et là, en fait, le pire, c'est qu'on se dit, même pendant plus le temps s'égrène, et plus on se dit, mais les chances d'être crues, elles sont en train de s'amenuiser, parce que là, tu continues à rester avec la personne qui est censée t'avoir fait terriblement mal. Voilà, l'emprise, tout ça. Bah oui. Comment t'as réussi à t'en sortir de cette emprise ? Eh ben, parce que justement, 2 mois après ce qui s'était passé, j'ai pas mes règles. J'avais eu des règles anniversaires, je pense, le premier mois. Je me suis... puis en plus, je faisais pas vraiment attention. Alors, je prenais la pilule, quand même, à ce moment-là. Et je l'oubliais pas parce que c'était mon père qui me la donnait tous les matins. Ouais. Étonnant. Ouais, c'est étonnant, mais je sais pas pourquoi. C'est ce côté... Ouais, mon père... C'était suite à l'avortement, c'est ça ? Ou qu'il avait mis ça en place pour... Ouais, alors prendre soin de toi quelque part. Ouais, c'était. Alors ouais, c'était vraiment pour prendre soin de moi. C'était vraiment pas pour vérifier que je la prenais, que j'allais pas refaire une bêtise ou quoi. C'était plus pour me dire, tu vois, je sais que c'est une charge, mais t'es pas toute seule. Je
te donne ta pilule, c'est pas un problème. Oui, j'imaginais pas ton père te donner la pilule pour te contrôler. Ouvre la bouche pour voir si tu l'as bien avalé. Vas-y, lève la langue là, que je vérifie au fond là. Ouais. Non, heureusement c'était pas ça du tout. Puis je pense que je sais pas, ma mère elle est toujours beaucoup dans l'émotion, mon père il est plus pragmatique et des fois ça fait un peu du bien ce détachement qu'il peut avoir de voilà, par exemple ma perte de virginité, je l'ai dit à mon père en premier et pas à ma mère parce que ma mère bon, je lui ai dit quelques temps après elle a vrillé, elle me dit pourquoi t'as fait ça? Ça va pas la tête. Faut attendre de trouver quelqu'un d'exceptionnel, machin. Bon, elle était restée dans son truc de voilà, faut pas faire ça par-dessus la jambe, alors que moi, j'étais super amoureuse du gars avec qui je l'avais fait. Oui. Quoi. Mon père, tout de suite, il m'a dit, ça va, tu le vis bien, ça s'est bien passé globalement. Ouais. Et vous êtes protégés? Oui, on s'est protégés. Voilà. Fin de l'histoire. Donc mon père me donnait la pilule, donc j'avais pas oublié la pilule. J'ai eu mes règles anniversaires. 2e mois, j'ai pas mes règles. J'attends. De toute façon, tout ce qui est d'un point de vue sexuel, tout ça, voilà, je voulais plus vraiment m'attarder dessus, mais par acquis de conscience quand même. Après 10 jours à m'être rendu compte que j'avais pas mes règles, je fais un test quand même. Et c'est positif. Je sais pas quoi faire. Tu m'étonnes. Je sais pas quoi faire parce que c'est horrible parce que d'une part j'ai toujours voulu avoir des enfants et là en fait je me rends compte que mon désir d'enfant se retourne contre moi et je pensais pas vivre ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'enfanter, d'avoir ce projet d'être enceinte et tout, vraiment ça faisait partie de ces choses que j'avais un peu encensées, qui devaient faire partie d'une construction pure de ma vie, voilà, que j'avais vraiment surinvesti et là pas du tout, quoi. Là, je tombe enceinte dans ces circonstances. Et tout de suite, je me dis, bon, j'ai pas envie de réavorter, c'était terrible. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avoir cet enfant. Et pas avec cette personne. Enfin, voilà, quoi. Je me dis, c'est insoluble. Je peux pas, à moins que j'arrive à l'extraire toute seule de mon corps, comment je fais? Puis en plus, c'était horrible parce que quand j'ai dû l'annoncer à mes parents, bah eux, tout de suite, ils ont cru que j'avais refait la même bêtise qu'il y a un an précédent. Tu leur avais pas parlé de ton viol? Bah non, parce qu'en fait, du coup, pour moi, bah c'était pas un viol. Puisque du coup, on m'avait dit, c'est une erreur, mademoiselle. Merci la psy. Ouais. Ah non. Puis en plus, ils voyaient que je continuais à voir cette personne. Bon, alors, le truc quand même, c'est que j'étais quand même, je pense... J'étais terriblement en colère, donc j'étais assez infecte avec lui. Bon, lui, il avait repris son comportement un peu, voilà, même s'il m'avait dit le jour J qu'il fallait pas que j'en parle parce que sinon il allait aller en tôle et que je voudrais pas qu'il aille en tôle parce que je l'aime. Ouais. Bon. Red flag, hein. Enfin, s'il y a des jeunes qui nous écoutent là, ou des moins jeunes d'ailleurs. Red flag, hein, vraiment. Ah ouais, non, mais c'est pire que red, c'est cramoisi, là, c'est cassez-vous, vraiment. Parlez-vous en courant. Ouais, non, c'est de la manipulation pure. Et c'était d'autant plus dur que ça faisait 3 ans que j'étais avec cette personne, donc la manipulation, on la voit même pas. Enfin. Bah oui, c'est un peu la fameuse métaphore de la grenouille dans la casserole, quoi. Exactement. On fait bouillir, fait qu'on amène à petit feu. Ah oui, c'était ça. Moi, je voyais mes lambeaux de peau qui nageaient à côté de moi, mais j'étais là en train de me dire non, mais tout va bien. Merci pour la métaphore. Ouais, il n'y a pas de quoi. Non, mais du coup, voilà. Et alors, la déception, la colère de mes parents qui me disent mais c'est pas possible, on croyait que t'avais compris l'année dernière et tout. Et moi, je reste mutique. Je sais pas comment leur dire comment ça s'est passé. Voilà. Donc moi, je reste dans mon truc en me disant j'ai envie de crever. Il n'y a plus de bonne façon de leur dire à ce stade-là, quoi. J'imagine, c'est très très compliqué, quoi. Ben oui, parce que surtout, il faudrait que je me l'avoue à moi-même pour commencer. Et c'était pas le cas du tout. Moi, je vivais dans le déni, en fait. Donc bah là, c'était un peu compliqué. Là, le déni commençait à grossir. C'était dur. J'avais juste envie de disparaître de la surface de la Terre. Il n'y avait pas de solution pour moi. C'était foutu. J'avais une vie, mais voilà ce que j'en avais fait. C'était naze. J'avais pas envie de vivre ça, en fait. 17 ans. Ouais. 17 ans, et tu te dis, c'est foutu. Ouais, non, mais c'est pas on jette foutu. tout. Ouais.
Et Si t'as 17 ans et que t'écoutes et que tu te dis que c'est foutu, c'est pas foutu. c'est pas foutu. Du c'est tout. Pas foutu. Au contraire, c'est que le début. Tu marches encore plus après. Non, c'est pas vrai. Wait for it. C'est pas vrai. C'est Attends pas la vrai. suite de l'histoire. Après, ça se passe mieux quand même, parce que je suis encore là pour en parler, donc c'est qu'il y a des choses qui ont changé, heureusement. Et donc, voilà, je vais chez ce psy qui m'a sauvé la vie, donc, avec mon père, pas ma mère, parce que justement, ils ont parlé entre eux, et ils se sont dit, que mon père, comme il était plus pragmatique et tout ça, peut-être que ça passerait mieux que si ma mère, elle va chez le psy, qu'elle se met à hurler, pleurer, enfin, voilà, quoi. Donc on va là-bas et Garder les émotions au bon endroit. voilà. C'est tes émotions à toi. Mais c'est ça en fait, c'est exactement ça, c'est ce que le psy m'a dit quand il m'a Maman, reçu reste en à ta place. cabinet. Ah ouais, mais ça c'est super dur pour ma mère là, rester à sa place. Parce... Oups. Ah bah j'ai cassé mon téléphone. Bon, C'est pas grave. Tant pis. allez sur le Patreon de Fablo, achetez-lui un téléphone s'il vous plaît. Il tombera pas plus bas. Il écoute ce que mon père dit, il écoute ce que je dis, machin, puis moi je regarde le sol. Et puis au bout de 5 minutes de silence, il me dit toi tu veux quoi en fait? C'est quoi ce que toi tu veux? Là, admettons, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, ce que veulent tes parents, ton copain, toutes les personnes autour de toi, elles sont là, les pensées, et toi tu vas t'élever au-dessus, tu vas arrêter de regarder ce qui se passe en dessous, et tu vas me dire ce que toi tu veux. Et j'ai fondu en larmes et je lui dis je veux pas de cet enfant. Je veux pas avorter, mais je veux pas de cet enfant, mais je sais que je vais devoir y repasser et ça me fait peur. Et bon, mon père, le soulagement était palpable quand il m'a entendu dire que je voulais avorter. Bon, il était quand même super triste pour moi, mais voilà, les vannes sont sorties et du coup après sur le chemin du retour, je crois que c'est la seule fois où je suis allée manger en tête-à-tête avec mon père. Il m'a dit, on était dans la voiture, il me dit, tu veux qu'on aille manger un morceau? Vous l'avez plus refait depuis? Non. Incroyable. Et j'avoue que je crois que je vais lui redemander bientôt. De ouf. Ouais. C'est Ouais, trop bien. clairement. Ouais, clairement. Et donc voilà. Donc, deuxième fois, je repasse par l'aspiration. Parce que là aussi, on s'en est rendu compte. Voilà, j'avais pas beaucoup de temps non plus pour réfléchir, parce que le temps qu'on se rende compte que j'étais enceinte et tout ça, avec le délai légal pour avorter, machin. Ça se passe, je romps avec mon copain, c'est voilà, c'est la fin. Il faut que je change c'est fini. Et c'est pas fini en fait, puisque 10 jours après l'avortement, je me rends compte que je vais pas très bien d'un point de vue santé. Je peux pas trop mettre le doigt dessus. Mais enfin, quand je me dis que à 17 ans, je monte les 10 marches qui séparent la porte d'entrée de ma chambre et que j'ai l'impression que je vais mourir parce que j'arrive pas à respirer, c'est qu'il y a un problème quand même. Ouais, je sais que je suis asthmatique, mais enfin là quand même. Des limites. Ouais, clairement. Non, je me retrouvais à plat ventre par terre. Il fallait que je reprenne mon souffle pendant plusieurs minutes. Je dis à mes parents, il y a un truc qui va pas. Donc bon, mon père m'emmène à l'hôpital. Il râle parce qu'il a l'impression que c'est parce que je veux sauter les cours. Je lui dis non, c'est pas ça. Oui, parce que j'avais tendance aussi à vouloir sauter les cours parce que je me faisais harceler. Ça se passait pas du tout bien dans mon lycée. Ouais. On attend super longtemps parce que forcément, physiquement, voilà, à part le fait que j'arrive pas à respirer quand je monte des escaliers, ça a l'air d'aller. Donc il y a toutes les urgences qui passent avant nous. Au bout de 6 heures, mon père craque. Il dit, tu devrais aller en cours et puis on reviendra quand t'auras fini, quoi. J'ai dit non, il faut vraiment que je vois quelqu'un, ça va pas. Au bout d'1 heure et demie, il y a l'urgentiste qui vient nous voir, qui dit bon alors il se passe quoi, tout ça. Ils me font passer des radios, ils voient rien. Et là il y a le gynécologue qui justement me suivait jusqu'à présent, qui était un très mauvais gynécologue aussi, soit dit en passant, j'étais super bien entourée. C'est lui qui m'a donné la pilule de 3e génération, du reste qui a causé aussi le problème. Ils sont en train de dialoguer entre eux, quoi. Puis l'urgentiste lui dit je pense que je vais l'envoyer au centre universitaire qui est à Valence, parce que ici on peut pas faire d'IRM, mais ça se trouve elle fait une embolie. Et le gynécologue lui dit mais non, c'est pas possible, elle a que 17 ans. C'est un truc de vieux, l'embolie pulmonaire. Donc lui dit mais non, ça doit être autre chose, laisse tomber. Bon, l'urgentiste quand même m'a sauvé la vie, merci monsieur. Incroyable. Il appelle l'ambulance, il dit non, vous allez monter, vous allez faire quand même, moi je prends pas le risque. Et donc je me retrouve à devoir faire tout ça.
Je passe sous leur machine et on me dit bon, vous allez pas rentrer chez vous. Vous avez une embolie. Voilà, on va vous monter en chambre, on va venir vous expliquer ce que c'est et comment ça va se passer la suite et tout ça. Et en fait, des suites de l'IVG et de la prise de la pilule consécutivement, j'avais fait une double embolie pulmonaire. Donc ça veut dire que j'avais 2 caillots dans le corps. Donc un au niveau de la veine iliaque et un au niveau du poumon. La veine iliaque. Là, ici. Au niveau de l'aine. De l'aine, ouais, okay, exactement. Du pubis. Ouais. J'en avais 2, voilà, qui étaient assez gros. Et en fait, le problème de l'embolie pulmonaire, c'est que si on laisse les choses se faire, qu'on continue à marcher, comme moi je le faisais tranquillement, le caillot peut se détacher, hop, 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 et puis il vient se coller dans une artère, une veine plus petite du cœur, et ça fait un arrêt cardiaque. Donc en fait, j'aurais pu crever là comme ça du jour au lendemain, voilà, juste en montant mes marches, quoi. Et donc on me dit là, vous levez plus, c'est fini. Tant que le caillot est là, vous levez plus. Vous restez pas en position stationnaire debout parce qu'avec la gravité, voilà. Oui. Donc, allongé et voilà. Et donc je me retrouve catapultée là. Et au début, évidemment, ils veulent pas trop dire aux enfants qu'ils ont failli crever, donc ils éludent beaucoup. Ils me disent juste voilà, vous avez un petit problème au niveau de votre sang et tout ça, mais on va vous donner des produits et ça ira mieux. Et d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir sortir et tout. Mes parents, par contre, dans l'autre pièce à côté, au début, c'était le même discours. Puis après, ils ont fini par leur dire quand même, oui, votre fille, elle a frôlé la mort là quand même. Ça aurait pu se passer n'importe quand, le truc. Donc j'ai resté 1 mois et quelques allongés avec des en intraveineuse, j'avais de l'héparine. Donc c'est un anticoagulant pour essayer de dissoudre les caillots et que je puisse rentrer chez moi, quoi. 1 mois et demi. 1 mois et demi où là j'ai perdu toute dignité parce que j'étais en blouse, toute nue, que je pouvais rien faire par moi-même. Donc j'avais des gens qui venaient me laver, j'avais des gens qui venaient m'apporter une bassine pour que je puisse faire mes besoins parce que j'avais pas le droit d'aller aux toilettes. J'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital et là ça m'a vraiment fait réfléchir. Où là je me suis dit bon meuf, t'as 17 ans. C'est quoi ta vie maintenant? Voilà. C'est quoi ta vie à venir? Tu croyais que c'était pire avant, maintenant c'est encore plus pire. Ouais. T'as voulu mourir et t'es en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as vraiment envie de mourir là maintenant? Parce qu'il faut le dire, si t'as envie de mourir, hop, tu te lèves, tu vas faire ton petit tour dans l'hôpital et puis hop, faire un c'est petit fini, footing quoi. là. Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment formateur parce que c'est là où j'ai pris conscience en fait que si j'avais envie de mourir, c'était, alors j'ai pas envie de dire à cause des autres, mais c'était parce que j'accordais plus d'importance aux autres qu'à moi-même. Donc clairement en fait j'étais tout le temps en train de me demander ce qu'ils attendaient de moi, ce que je pouvais faire pour eux, ce que j'étais censée être pour eux, plus le harcèlement qui me faisait me sentir minable. Et clairement je me suis dit mais on s'en fout, balèque. Enfin, là, t'es en train de payer de ta vie des choses que les gens te font, sur lesquelles, voilà, t'as pas de pouvoir, mais ton pouvoir à toi, c'est ta vie, et t'es en train de le leur donner. Bon. J'imagine que tu sors de cette expérience transformée, quoi. Ouais. Alors, après avoir mangé 1 mois et demi de petits yaourts à l'hôpital... Et où à la fin de la dernière semaine, j'avais les 3 derniers jours, j'ai eu le droit de me lever. J'ai pris les repas dans le réfectoire avec les autres enfants qui étaient malades pour d'autres raisons, et où je suis tombée notamment sur 2 nanas qui étaient là pour troubles anorexiques, et où elles, ça faisait beaucoup plus longtemps qu'elles étaient là et elles avaient pas le droit de voir leur famille parce que y a un des protocoles où clairement on les coupe en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça super dur. Et je me suis dit pourquoi on se fait ça en fait? Pourquoi on se fait ça à nous-mêmes? Voilà. Alors qu'en fait, c'est une forme de violence dirigée vers nous-mêmes qu'on reçoit et qu'on redirige vers nous-mêmes, quoi. C'est dingue quand même, cette double peine qu'on s'inflige. Bon. C'est, j'imagine, plus simple quelque part de se la renvoyer vers soi plutôt que de la renvoyer à l'autre. Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'était une forme de responsabilisation. Quand on se fait du mal à nous-mêmes ou quand on s'approprie le problème. Et c'est une manière de rendre les choses plus palpables et plus vivables quand, même si c'est nous qui nous faisons du mal, au moins c'est nous. C'est sous notre contrôle, en fait.
C'est comme, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, dans certaines relations qu'on peut avoir, des fois, on peut avoir l'envie de dire c'est tout de ma faute. Alors que des fois, les torts sont partagés, des fois, les torts sont 60-40, des fois, voilà. Là, c'est jamais tout noir ou tout blanc, et on a tendance à vouloir s'attribuer 100% du mérite du problème, on va dire ça comme ça. Parce que c'est plus simple que de se dire qu'il y a des choses qui sont pas de notre fait et on peut rien y faire. Encore une fois, on parlait de la case, de se mettre dans la case de la mère parce que c'est plus simple à vivre, d'avoir un rôle donné et d'essayer de coller à ce rôle-là que d'essayer de partir de ce qu'on a déjà, en fait, et de se définir par nous-mêmes. Comment tu sors de là, alors? 17 ans, bientôt 18. Ben, je me dis, bon, là, il me reste 1 an. J'ai le bac. Après, je me casse, faire mes études, et ce sera peut-être l'occasion d'une page blanche, finalement. Je me dis, il va falloir revenir au lycée et tout ça. Mais là, d'avoir lâché prise sur pas mal de trucs, je me dis, bon, bah, même si le harcèlement, ça reprend, ou que je me sens pas à l'aise avec les gens dans mon lycée, ben, ça a une fin, en fait. C'est juste une étape. Et je pense que c'était ce qu'il me fallait, de comprendre que ma vie se résumait pas à tout ce que j'avais toujours vécu et qu'il y avait quelque chose d'autre après. Et en fait, c'était assez paradoxal parce que depuis que je suis toute petite, je vis toujours dans l'anticipation. J'ai beaucoup de mal à apprécier le présent. C'est toujours dans le futur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer quand je serai riche. Mais donc c'était tout le temps l'étape d'après. Et là, pour une fois, c'était oui l'étape d'après. Mais c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire la séparation avec la nasitude de ma vie de 17 ans, là où j'étais. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai passé mon bac, je suis partie à Montpellier faire mes études. Et là, je me suis épanouie parce que clairement, personne me connaissait, je connaissais personne. J'avais le droit d'être qui j'avais envie d'être plus libre sur ce qu'on pouvait attendre de moi. Parce que j'étais quand même dans un collège-lycée, dans un petit village, donc il y avait pas beaucoup de monde et on croisait tout le temps les mêmes personnes. Donc, c'est souvent cool le début des études supérieures parce qu'il y a un vrai renouveau, quoi. Tu tournes une page, quoi. Ouais. Puis surtout, encore une fois, on parlait du contrôle et là, voilà, tu contrôles ce que tu as envie de commencer à donner aux gens. Oui. Comment tu veux t'attacher à eux. C'est clair, c'est trop bien, tu te débarrasses de toutes tes casseroles passées. Ouais, clairement. Et tout est nouveau, en fait. Donc, tout a l'air super cool. Et c'est le début de l'autonomie. Voilà, tu te gères tout seul. Tes premiers découvertes autorisées. Tes premiers choix entre manger des pâtes et aller boire des coups, ce genre de trucs. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Et ça m'a permis aussi de passer à autre chose par rapport à la maternité en me disant qu'il y avait d'autres moyens pour moi de me réaliser, de vivre des choses chouettes qui n'impliquaient pas la maternité de près ou de loin, quoi. Ça n'aura pas tenu très longtemps, non, ce précepte? Parce que si je me trompe pas, t'as eu ta fille assez tôt, finalement. Bah ouais. En fait, je l'ai eu, je suis tombée enceinte à la fin de l'année de mes 20 ans, je crois. Ah oui. Je crois que j'ai accouché, j'avais 21. Je suis en train de réfléchir. Bon, elle est née en 2017. Je suis super nulle en calcul. Oui. C'est pas très important, mais je suis devenue mère à 21 ans, ouais. Donc après mon master, à la toute fin. Et là encore, c'était assez particulier. J'avais rencontré quelqu'un avec qui j'étais du coup depuis 1 an, qui lui était vraiment obsédé à l'idée d'être père. Enfin, sur le coup, quoi. C'est vrai que, bon, avec le recul, je me dis, les chiens font pas les chats. Rien n'arrive par hasard, hein. Ouais, dans la catégorie des petites phrases à la con. Mais, ouais, et donc du coup, en fait, moi, j'étais bien dans mon truc de, je vais faire mon master, puis après, je voulais faire de la recherche scientifique en éthologie à la base. Donc, c'est l'étude du comportement animal. Et comme j'avais pas fait bio, il fallait que je passe par psycho. Donc, j'avais mon truc tout tracé et tout. Je voulais faire un doctorat, machin. Super ambitieuse, la meuf et tout. Bon,
Et puis, Je te coupe 2 secondes, mais tu sais que j'ai interviewé Sarah Janin, là, pour Curieux, ouais. qui a fait psycho et éthologie, et qui s'occupe qui travaille sur le comportement des animaux, justement. Ok, bah j'irai écouter. Écoutez, je vous mettrai un lien dans les notes si ça vous intéresse, parce que je travaille pour Curieux également à côté. Bon, bref. Vraiment, parenthèse totale, mais je trouve ça, Ouais. c'est marrant que t'aies voulu faire ça. Ouais, non, mais c'était super chouette. Bah en fait, c'est parce que quand j'étais petite, j'étais aussi obsédée par un mec qui s'appelle Franz de Waal, qui est primatologue, qui a écrit beaucoup de bouquins, et notamment sur les bonobos. Tu es toujours un peu, non? Ouais, tout à fait. J'ai déjà entendu le citer sur le Discord. Un peu moins maintenant, mais tout de même, en fait, je trouvais ça fascinant parce que j'avais l'impression qu'en lisant toute cette littérature sur les animaux, ça nous renvoyait un miroir de l'humanité qui, bah, les gens, ils aiment bien, voilà, tout ce qui est sciences humaines et tout. On aime bien savoir ce que l'être humain pense. Mais le problème de l'être humain, c'est qu'il peut mentir. Il peut nier beaucoup de choses, cacher beaucoup de choses. C'est compliqué, des fois, d'avoir la vérité, surtout sur des sujets qui sont un peu tabous, quoi. Alors que les animaux, ils en ont un peu rien à battre. Surtout les bonobos, j'ai l'impression. Ouais, bah, en plus, les bonobos, ce que j'aimais bien, c'était que, en tant que féministe, tu vois, bah, c'est quand même une société qui est... matriarcale, non, c'est ça? Ouais, qui est matriarcale. Et qui est vraiment basée sur la résolution du conflit, ben, par le pacifisme et le sexe, quoi. Vraiment, c'est genre, oh, ça va pas, bah viens, Viens, on baise. on va se faire une petite séance, un petit Netflix and chill, et ça ira mieux après. J'avoue. Ouais. Non, mais t'as raison. En vrai. Non, mais c'était rafraîchissant, en fait, de vraiment lire des trucs sur les bonobos où ils sont pas en mode, bon, bah, on va régler le truc avec nos points, métaphoriques ou non, hein, Et donc j'étais assez fascinée par tout ça, et Franz de Waal avait une manière d'expliquer les choses qui était hyper passionnante et hyper drôle en plus, donc je me suis dit, ah ouais, moi je veux faire ça dans ma vie, je veux faire la même chose. Et donc c'est pour ça que j'étais en psycho, moi, et je voulais vraiment avoir mon doctorat pour aller regarder les bonobos copuler, tu vois. S'engueuler, puis après baiser, voilà. Ouais, la vraie vie, quoi. Ou manger aussi, ou se faire des petits chapeaux avec des fruits. Mais j'avoue que c'est un projet de vie génial, quoi. Maintenant que tu me le dis, je crois que ça va partir. N'est-ce pas? En observateur de bonobo. Allez hop. Non, mais franchement, c'est génial. Et du coup, ce mec arrive et il fout ma vie en sans dessus dessous parce que lui, du coup, il est à fond sur cette histoire de paternité. Il a pas vraiment eu de père. Son père est parti avec sa maîtresse, tout ça. Et puis, il venait le voir, mais il s'intéressait pas vraiment à lui. Et puis, il disparaissait pendant 10 mois, puis il revenait. Enfin bref, voilà. Donc pour lui, c'était vraiment une manière de dire, moi, je veux être un bon père, quoi. Je veux pas être comme lui. Et ce faisant, je vais me réparer. Tu vois, comme on fait, quoi. Et c'est vraiment la bonne solution. Non. L'histoire va nous le dire. Après, pas forcément pour tout le monde, mais pour ce garçon, j'imagine, c'est plus compliqué. Alors ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a chez certaines personnes qui ont vraiment pris le temps de réfléchir au truc, qui ont une vraie réflexion, ouais, ça peut super bien se passer, clairement. Puis de toute façon, on essaye toujours de se réparer quelque part, dans la parentalité, qu'on se l'avoue ou non. Oui. Mais chez lui, clairement, c'était au stade embryonnaire, mais il était persuadé qu'il avait compris le truc. Et du coup, ça a réveillé des trucs en moi. Et quand je me suis rendu compte que mon plan se cassait la gueule, parce que quand je suis arrivée à la fin de mon master et que j'ai vu ce que ça allait être, la suite, c'est-à-dire qu'en sciences humaines et sociales, c'est le panier de crabes. Il n'y a pas de fric, il n'y a pas de place. Tu peux être vacataire 10 000 ans, t'es payé au lance-pierre ou des trucs minables, t'as pas de vie de famille, tu dois travailler de ouf pour essayer d'avoir ne serait-ce que quelques publications et tout. C'est beaucoup de sacrifices, et je pense que j'étais passionnée, mais pas à ce point-là. Parce que peut-être je me suis toujours dit que ma vie de famille serait importante, et donc ça me paraissait assez antinomique de me lancer là-dedans en me disant pendant 15 ans, ça se trouve, tu vas tout mettre entre parenthèses, quoi. Moi, j'avais envie d'avoir un chemin de vie où je me disais, si jamais j'ai envie d'avoir des enfants maintenant, on y va. Ok. Mais c'est marrant parce que c'est justement aussi antinomique avec ta révélation, j'ai l'impression, après ton embolie, de te dire, en fait, il faut que je me remette au centre du truc. Ouais. Parce que finalement, devenir maman, c'est, encore une fois, certes, trouver une place, ça je l'entends bien, mais aussi quelque part, se mettre au service d'eux, quoi. Ouais, c'est clair, parce que une fois qu'on devient parent, on n'est plus au centre, quoi. Clairement, le point de gravité se déplace.
Mais D'une seconde à l'autre. Même pas vu venir. dans ta tronche. Ouais. Ouais, non, mais je pense que la prise de conscience qui s'est effectuée entre mon adolescence et après, c'est que j'avais une vision fantasmée de la maternité par rapport à ce que la société renvoie de la maternité, hein, qui est toujours très glamour. On renvoie que les belles histoires aussi. Enfin voilà, pour le côté glamour, la maternité, ça se passe bien. C'était avant les podcasts, ça. Ouais. Que... Maintenant, c'est quand même devenu plus difficile de moins se confronter à la réalité, mais tout de même, quoi. Voilà. Et donc, quand j'étais adolescente, c'était vraiment pour répondre à un besoin, c'était faire l'enfant pour moi. Alors que quand j'ai grandi, après, c'était vraiment, non, mais je veux un enfant pour ce qui va être lui. Tu vois la différence? Donc, en l'espace de 2-3 ans, t'as recentré le truc, quoi. Ouais, ou vraiment, en fait, je me suis dit que... Ouais, c'est comme tu l'as dit, il y avait quand même des expériences qui commençaient à remonter par-dessus ce côté maternité parfaite, et notamment sur Mads, merci, où il y avait de plus en plus de personnes qui venaient parler en disant non mais la maternité c'est trop chiant, à l'aide, j'ai envie de le balancer par la fenêtre, mon enfant est trop bête. Le topic des mad mamans. Ah oui. À l'époque sur le forum. Ah ouais, et puis d'ailleurs à l'époque ça avait créé un peu une scission parce que voilà. Clairement. Ouais. Il y avait les mamans et pas les mamans. C'est ça. Puis il y avait les mamans paillettes et les mamans. Moi, j'ai une vraie vie avec des enfants qui ont des difficultés et je pense que la vérité se trouvait plutôt au milieu. Mais il fallait le temps que les gens s'en rendent compte aussi. Ouais, c'était hyper en avance, hein. Ouais. Par rapport au discours qu'il y a aujourd'hui de vérité, de venir dire on m'avait pas raconté que la maternité c'était compliqué, ou alors à quel point la grossesse et l'accouchement et tout, c'est des moments aussi qui peuvent être traumatisants, quoi. Ah bah ouais, je vais pouvoir en reparler de ce truc parce que du coup, moi je me dis finalement, j'ai pas envie d'être de continuer sur ce plan-là, je vais pas partir en doctorat. Et alors là, grosse remise en question. Je me dis, si je fais pas ça, je fais quoi? Là, ça fait 5 ans que je me prépare à faire ça, où j'étais vraiment sur mon rail et tout, en me disant, ça va être ça ta vie, ça va être trop cool. Tu vas partir au Zimbabwe et tu vas regarder les bonobos. Et là, je suis toujours à Montpellier et je sais pas quoi faire, quoi. Et là, mon mec derrière tout le temps. Et si on faisait un bébé? Alors, du coup, il a fini par, au bout de plusieurs mois à essayer de me convaincre, j'ai craqué, j'ai dit bon, mais je te préviens, moi je te l'ai toujours dit, hein, je vais pas avorter une 3e fois. Moi, si je retombe enceinte, c'est pour garder l'enfant, c'est pour construire une famille, c'est pour être, c'est pour répondre à certains buts. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.